On va passer à la communication suivante présentée par Bernard Delettre, l'enseignement à l'étranger, élément indispensable au rayonnement de la chirurgie française. Bernard Delettre. Delettre. Voilà. Pour le mettre. Ouais. OK. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce sujet est passé par des stades variés. Cet enseignement, qui est un élément fondamental du rayonnement de la chirurgie française, depuis une trentaine d'années, a eu des fortunes diverses. Fortunes diverses et, au hasard de ma formation, des postes que j'ai pu occuper, il m'est arrivé d'avoir quatre. Attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. 4 types d'enseignement à l'étranger. Le premier, c'est la coopération avec formation des chirurgiens. C'est ce qui se faisait dans les années 60, on le reverra. Le deuxième, c'est le partenariat avec formation de chirurgiens étrangers en France. Le troisième, c'est la place des diplômes interuniversitaires. Et enfin, l'importance de la visioconférence. La coopération médicale universitaire a été voulue et créée par le général de Gaulle dans les années 60. À l'époque, ça représentait un effort très important puisqu'on nommait à l'étranger des professeurs d'université pendant 4 ans et qu'il fallait au retour créer un poste universitaire. Donc il y avait un effort financier à la fois pour financer les salaires et les traitements de ces professeurs et leur retour, la création de ce poste à leur retour. J'ai été moi-même nommé donc, en coopération de cette façon en Algérie à Constantine en 1974 et à l'époque il y avait eu un effort considérable de fait puisque nous étions 9 professeurs des universités françaises provenant des facultés parisiennes et strasbourgeoises à Constantine. Les praticiens algériens étaient formés sur place et généralement on obtenait au bout de 4 ans ou 3 ans un stage de 6 mois en France. J'ai ainsi pu contribuer ou former les premiers chirurgiens de l'Est algérien et qui maintenant sont chefs de service à Constantine dans 3 services, avec en particulier le professeur Makloufi, le professeur Raal, ou à Annaba avec les professeurs Atalia, Chiaoui et surtout le professeur Kadi qui est maintenant recteur de l'université d'Annaba, mais également à Batna, à Sétif et à Renchla. Donc, par la suite, j'ai effectué des missions d'enseignement jusqu'en 1986. Je n'ai pas été le seul à effectuer ce type d'enseignement, puisque Daniel Jaek, ici présent, était au Laos, et Denis Gallo était au Maroc. On peut considérer que c'est un résultat tout à fait remarquable pour la formation. Toutefois, il se heurtait à des obstacles. D'une part, c'est un coût élevé en raison de la nécessité donc, de créer des postes universitaires à la rentrée en France. D'autre part, il y avait un certain isolement scientifique des médecins coopérants qui devaient arrêter leurs recherches. Et pour ma part, je revenais tous les trimestres à Paris pour faire de la recherche bibliographique. Mais ça n'était pas possible pour tout le monde pour des raisons variées, souvent de distance. On a donc assisté, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'abandon progressif de ce mode de coopération depuis 1981. En revanche, il s'est créé une coopération de substitution et de formation très active grâce aux médecins militaires et puis par les ONG, mais ces dernières interviennent surtout dans l'urgence. La seconde forme d'enseignement concerne les partenariats avec formation de chirurgiens en France. Et elle a été favorisée par la chirurgie laparoscopique, qui a été un formidable vecteur du rayonnement de la chirurgie française à l'étranger à partir de 1990. Cette chirurgie laparoscopique, rappelons-le, a été créée par Philippe Mouret, par François Dubois ici présent. Elle a été soutenue par le journal de celluliochirurgie d'Edmond Estour et elle a eu un grand retentissement. Pour ma part, j'ai eu la chance d'effectuer la première spélectomie
laparoscopique au monde et d'avoir de très bonnes relations avec Yves Chapuis, qui n'était pas hostile à cette forme de chirurgie, puisqu'il a lui-même fait une première européenne, une surrénalectomie 2 ans plus tard. Ceci nous a permis de travailler de conserve et j'ai effectué à ce moment-là de nombreuses missions d'enseignement au Maghreb, au Moyen-Orient, etc., en sachant qu'il a fallu créer un type d'enseignement qui n'existait pas, et ce type d'enseignement était basé sur les entraînements sur boîte, sur les interventions sur animal qui étaient généralement des porcs, et enfin sur des cours théoriques avec projection de films et retransmission de films. Mais il faut savoir que ce type de partenariat nécessite une coopération étroite, comme on vient de le dire, avec le ministère des Affaires étrangères pour attribution de bourses de formation. Et j'en voudrais pour preuve l'expérience que j'en ai eue au Pérou, où j'ai réussi à obtenir 6 bourses pour 6 chirurgiens entre 97 et 99, les bourses de 6 mois dans le service de chirurgie viscérale dirigé par Yves Chapuis à cette époque. Les candidats étaient sélectionnés au Pérou sur leur expression orale, leur motivation, leur aptitude pratique et leur connaissance. En fait, il fallait avoir une aide formelle et réelle de l'ambassade de France. D'une part, parce que l'ambassade de France se débrouillait pour trouver les bourses, et d'autre part, c'est elle qui sélectionnait les chirurgiens appelés à éventuellement venir en France. Bien entendu, la sélection passait par des épreuves théoriques et pratiques et qui avaient lieu dans les locaux de l'ambassade ou au niveau de l'Alliance française. Le résultat était très satisfaisant, puisque les 6 chirurgiens sont maintenant à la tête de services dans des grandes villes comme Arequipa, Huancayo, Trujillo et Piura. Donc on peut considérer que là encore c'est un résultat très satisfaisant avec des hommes qui avaient appris le français et qui nous sont restés fidèles. On continue à correspondre d'une façon assez continue. Malheureusement, pas malheureusement, pardon, il faut de toute façon souligner la nécessité d'avoir sur place un correspondant chirurgien intéressé et de bonne qualité. Et là, c'était le cas avec José Schilder, qui nous a rendu de grands services. Bon. Et puis d'autre part, il faut avoir en France un service de chirurgie prêt à accueillir efficacement et à donner des responsabilités à ces jeunes chirurgiens. Enfin, le coût financier est assez élevé puisque la France finançait leur séjour, leur voyage et surtout leur séjour pendant 6 mois. Actuellement, il y a une petite reprise timide de ce partenariat avec le Pérou. Récemment, il y a eu des bourses de 3 mois qui ont été accordées. Le Pérou n'a pas été le seul pays à bénéficier de ce type de formation. En Équateur, Gérard Champeau, avec qui j'étais, nous avons pu comme ça recruter là encore 6 chirurgiens qui sont venus passer 3 ans, enfin 6 mois chacun, à l'hôpital Jean Verdier, dans des conditions identiques. Enfin, nous avons également obtenu des bourses pour 2 chirurgiens ukrainiens qui étaient venus à Cochin en 1999. Le troisième mode de formation, c'est les diplômes interuniversitaires. Ces diplômes, j'avais créé un diplôme avec le Liban en 1996 qui a fonctionné pendant 5 ans. Auparavant, j'avais organisé avec Pierre Testas, avec mon ami Pierre Testas, un diplôme interuniversitaire à Paris, au Fer à Moulins, qui là encore a fonctionné pendant 5 ans. Dans le diplôme créé avec le Liban, nous avions 2 sessions annuelles de 8 jours, avec implication de 4 enseignants français, les professeurs Bouillot, Denis Collet et le docteur Jean-Charles Berthoud. Le programme comportait le matin intervention de chirurgie laparoscopique retransmise en amphi, puis cours théorique. L'après-midi, entraînement sur boîte et intervention sur animal sur le porc, suivi d'un cours théorique. Enfin, il y avait un contrôle des connaissances
avec application pratique, examen écrit. Et au total, en 1997, nous avons reçu 12 candidats sur 18. Les 6 candidats qui n'avaient pas le diplôme avaient une attestation de participation. Au total, 41 chirurgiens, essentiellement libanais, mais également syriens et jordaniens, ont été reçus à ce diplôme interuniversitaire. On peut en rapprocher les formations des faisant fonction d'interne dans le cadre du DU. Dans cet esprit, la session de 1996, à titre d'exemple, nous avons retransmis une cholécystectomie, une cure de hernie hiatale, intervention nicène puis toupet, 2 interventions, donc, et cure de hernie inguinale. L'enseignement théorique comprenait l'instrumentation, la mise en place des trocars, le pneumopéritoine et des exposés de films de techniques opératoires en chirurgie digestive et gynécologique. Enfin, l'enseignement pratique, nous disposions de 4 boîtes fantômes avec travail sur coups de poulet, sur les coups de poulet avec libération de la trachée, des sutures, les nœuds intra-extracorporels et 3 tables de chirurgie expérimentale avec travail sur le porc, intervention sur le porc, cholécystectomie, cure de hernie hiatale, séromyotomie et suture intestinale. Voici la salle où avaient lieu les interventions sur animal, qui était une salle spacieuse, dans des conditions, travaillée dans des conditions correctes. Et il faut, à ce propos, souligner l'importance et l'influence du doyen à Beyrouth, du doyen Pierre Farah, qui était un homme remarquable et qui a beaucoup contribué à la réussite de ce diplôme interuniversitaire. Voici maintenant la photographie en 1997 donc des participants, et on reconnaît au premier rang Jean-Luc Bouillot, Jean-Charles Berthoud, etc., et Denis Collet. Et au dernier rang, tout en haut, le doyen Farah. Enfin, dernier mode d'enseignement, l'enseignement par visioconférence. Depuis 2008, on pratique ce type d'enseignement dans le cadre d'un DU libanais, avec Jean-Luc Bouillot, Denis Collet, David Lechaud et Pietro Santoli. Bon, la transmission est assurée par le service audiovisuel de l'Université Paris-Descartes et on a effectué des télétransmissions d'interventions chirurgicales et de films techniques et surtout d'exposés théoriques. Quant aux ateliers pratiques, ils sont effectués à Beyrouth. C'est un enseignement bien adapté, mais Jean-Luc Bouillot va nous en parler plus longuement. Il faut savoir que le coût financier est réduit, ce qui est un avantage certain, mais qu'il est important de prévoir des stages dans les services français de chirurgie. C'est un complément tout à fait souhaitable. Donc en conclusion, on peut dire que les méthodes de l'enseignement de la chirurgie à l'étranger ont évolué, qui allant de l'expatriation d'un enseignant français pendant 4 ans, en passant par le partenariat avec formation en France des chirurgiens étrangers. Mais récemment, la pratique des diplômes interuniversitaires et surtout l'enseignement par visioconférence semble mieux adapté aux exigences de l'activité des enseignants. Toutefois, donc, les stages des chirurgiens étrangers en France restent un élément fondamental qui doit leur être associé. Je vous remercie. Merci de l'être intervenant Jean-Louis Bouillot. Jean-Luc Bouillot, pardon. Non, ça va aller. J'ai des lunettes. Monsieur le Président, chers collègues, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très long parce que je me suis dit que j'allais faire un topo complet et donc j'ai été un peu sur PubMed pour voir ce qu'il y avait sur les visioconférences et les derniers. Et sur PubMed, il y a un nombre de papiers considérable, mais dans des revues auxquelles les sociétés françaises, la faculté, Paris 5, tout ça, ne sont pas abonnés, la paix non plus. Et donc on voit bien que l'enseignement, c'est important, mais ça n'a pas encore été jusque s'abonner à toutes les revues où il y a des choses à dire. Alors comment je n'ai pas l'habitude
bon. Non, mais comment je fais en grand? Bon, bah alors... ah oui, c'est en grand, pardon, excusez-moi. Donc l'enseignement, on est passé d'un enseignement de proximité, l'enseignement de proximité, donc on est là au bloc opératoire, là en célioscopie, là chez le cochon, ça c'est au fer à moulin, ça c'est un DU, vous reconnaissez votre noble assemblée où on professe un enseignement avec d'autres collègues de chirurgie œsogastro-duodénale. Ici on est au fer à moulin et puis après ça, l'enseignement comme ça. Et de cet enseignement dit de proximité, on est passé peu à peu, ou on passe peu à peu à l'enseignement à distance et à la chirurgie à distance, et donc le Da Vinci qui permet d'opérer dans la salle d'à côté ou de Strasbourg à New York, comme on préfère. Là, vous avez du télémentoring, donc vous surveillez, vous traitez, vous coachez, entre guillemets, un collègue qui est à l'autre bout de la France ou ailleurs. Et puis voilà, vous avez après ça les salles de visioconférence, et ce qui permet de, grosso modo, de faire comme si on était dans la même salle alors qu'on est séparés de milliers de kilomètres. Donc, quand on regarde téléenseignement, télééducation, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la télééducation, ça, tous les étudiants connaissent ça, ils vont plus au cours, ils connaissent ça par cœur, ils veulent que tous vos cours soient sur Internet, et nous, par exemple, moi je suis à l'université de Versailles maintenant, et donc tous nos cours sont sur un site qui s'appelle eCampus, et donc les étudiants savent très bien où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations, mais c'est vrai également pour les internes, pour les chirurgiens. Il y a des sites très bien formés par des sites strasbourgeois notamment, où il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut trouver, mais il y a beaucoup de choses, il y a toutes les communications de l'académie et autres, ou de l'AFC, tout ça, on sait où trouver de l'enseignement. Le télémentoring, c'est un peu différent, c'est un enseignement avec des chirurgiens déjà formés, mais qui ne sont pas encore trop bien formés, et qui ont un peu peur de se lancer tout seuls, et donc ils aiment bien être accompagnés par un senior ou un plus ancien, mais qui n'est pas forcément sur place, et qui peut être à distance, et qui peut guider l'acte chirurgical. Je dois dire que ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises d'être le mentor, et que j'ai trouvé ça pas si facile que ça, parce que quand on est notamment sous célioscopie, je trouve ça pas facile. Troisième façon de servir des moyens modernes de communication, c'est la téléconsultation. La téléconsultation, c'est utile lorsque on veut réunir sur un cas difficile, sur un cas complexe, les compétences ou les avis de plusieurs chirurgiens ou spécialistes, et on se réunit à une date, à une heure précise pour communiquer, et communiquer tous ensemble sur le cas et sortir de conclusions. Et puis la dernière chose, ou la téléconférence ou la visioconférence, qui, elle, a pour but de faire un échange vraiment interactif entre, au minimum, 2 sites qui sont éloignés. Et le plus important dans la visioconférence, c'est le côté interactif. Il faut vraiment que les uns et les autres puissent échanger. Et c'était vraiment un moyen privilégié en pratique clinique pour réaliser des RMM, des réunions de concertation pluridisciplinaires, quelles qu'en soient les disciplines, pour retransmettre, on voit ça souvent dans les congrès, les interventions retransmises en live, et puis pour tous les phénomènes d'enseignement, la raison pour laquelle j'étais là. Et effectivement, cet enseignement à distance par vidéoconférence a des avantages et quelques coûts. Alors les coûts, ils sont finalement assez variables en fonction du niveau de technicité qu'on veut y mettre. Effectivement, si on a des équipements très élaborés ou high-tech de chaque côté et qu'on veut avoir des liaisons satellites sécurisées, ça va vous coûter très cher. Mais on peut jouer sur des phénomènes beaucoup moins chers, et il y a des publications qui disent qu'on fait de la visioconférence avec Skype, comme quand vous faites du Skype avec votre enfant qui est à l'autre bout du monde, et vous Skypez avec lui, et vous baladez avec votre ordinateur, et on peut faire tout à fait. Et donc il y a des publications scientifiques sur la visioconférence par Skype. Donc là, ça ne demande pas toujours beaucoup de moyens. Alors cette visioconférence a quand même des avantages, parce que pour avoir fait de l'enseignement, avoir fait de la chirurgie en Afrique, avoir participé au DU de Libanais avec laquelle Bernard Delettre, ça nous prenait à chaque fois 15 jours dans l'année, c'est du temps dans l'année, pour avoir vu, je me suis occupé, après Denis Gallo et avant Daniel Jecques,
de la coopération chirurgicale avec le Vietnam, de la difficulté qu'on avait à trouver des formateurs, des chirurgiens, des universitaires qui étaient d'accord pour partir 15 jours au Vietnam, plus personne ne voulait partir parce que c'était trop de temps, etc. Et donc cette façon de faire où on reste sur place, on ne quitte pas son lieu de travail, sa famille, ses amis, ses moyens ça rend beaucoup service. Il n'y a plus de formalités administratives. On a dit, là, il n'y a plus besoin de contacter il n'y a plus de vaccins, il n'y a plus les visas, il n'y a plus toutes ces choses-là qui prennent du temps. Tout le temps passé dans les transports, c'est du coût, c'est du temps, c'est de la fatigue, il y a du décalage horaire, vous n'avez plus tout ça. C'est quand même des gains considérables. Hein. Et les études ont montré que quand on faisait de la visioconférence, on augmentait l'audience de l'endroit qui est éloigné de vous. C'est-à-dire que, comme c'est programmé à l'avance, tout le monde vient parce que c'est sur son lieu de travail et il est facile d'avoir du monde. Et donc cette façon de faire paraît vraiment une façon privilégiée d'enseigner et de continuer à avoir une présence française dans un certain nombre d'endroits, sous réserve bien sûr qu'il faut avoir eu, je crois vraiment que c'est très important, un contact étroit avec quelqu'un sur place qui, lui, va être le moteur de cette façon, parce qu'il faut 2 individus ou 2 équipes qui s'entendent. Alors, quelques illustrations. Avec le Liban, on vient d'en parler. Le Liban, je pense que ça a été un grand succès, puisque le DU, qui était tenu par des Français, avec le soutien de l'Université Saint-Joseph, est maintenant un DU libanais, et nous y participons, nous, à quelques-uns, comme l'a dit Bernard Delettre, et nous faisons une session de visioconférence, pendant une journée de visioconférence avec des chirurgiens français. Nous avons été sollicités, alors ce n'est pas les pays du tiers-monde, mais c'est la Guyane. Je vais juste en dire 2 mots. Nous avons été sollicités par le ministère de la Santé pour aller voir ce qui se passait sur la chirurgie en Guyane. La Guyane, c'est un territoire français, et donc sur chaque élément du territoire français, il faut que tout le monde ait les mêmes chances d'être traité correctement. Et la chirurgie laissait quelque peu à désirer, et donc il y a eu des interdictions de réaliser certains actes chirurgicaux en Guyane. Et ils ont demandé à des métropolitains de venir voir ce qui se fait et les raisons. Et donc nous avons été mandatés par la DGOS pour aller voir en Guyane ce qui se faisait. Et il y a 6 chirurgiens viscéraux en Guyane, mais la Guyane, vous savez, c'est un peu espacé et loin. Et donc on a conclu qu'il fallait que les chirurgiens qui étaient de Guyane avaient besoin de compléments de formation. Donc ils allaient venir en métropole. Ils allaient passer du temps dans les services métropolitains, mais qu'en même temps, on allait les tutoriser à la fois par du télémentoring et à la fois par des visioconférences régulières pour essayer de les encadrer, cette chirurgie en Guyane qui, pour l'instant, et donc au moins certaines activités sont strictement interdites par le ministère de la Santé. Et donc on va voir si cette prise en charge réellement au quotidien, et il n'y a pas de problème financier, parce que là c'est le ministère de la Santé, l'ARS de Guyane, et un partenariat avec l'assistance publique qui se fait, pour voir si on arrive avec un enseignement et un tutorat, on arrive à améliorer la situation de la chirurgie, pas dans un pays du tiers-monde, mais dans un département ou un territoire, je ne sais pas, de français. Et puis, il y a des petites situations, je suis le président du collège, je m'occupe de l'enseignement de la chirurgie viscérale et digestive. Il n'empêche qu'on a des collègues internes dans les tom-doms qui sont éloignés, ils ne peuvent pas venir pour assister aux séminaires nationaux. Hein. Il y en a 2 par an, ça dure 2 jours. Et ils ont demandé si on ne pouvait pas faire de la visioconférence pour leur enseignement. J'aurais gentiment répondu que nous n'avions pas les moyens financiers de le faire. Voilà, merci. Merci. Un commentaire Yves Chapuis. Un témoignage simplement sur l'intérêt de la télétransmission. En 1990, alors que j'envisageais entreprendre des surénectomies vidéendoscopiques, c'est en voyant Cadière à Montréal, grâce à une connexion que nous avions établie, dont l'origine était André Bonin, qui s'y intéressait beaucoup, j'ai pu assister à une des premières surénectomies de Cadière, suivre toute l'opération, et je dois dire que ça a été pour moi un élément déterminant, puisque la semaine suivante, j'ai pu entreprendre cette intervention. Donc, bénéfice incontestable de cette technique pour, bien sûr, il y a longtemps, mais maintenant encore plus d'actualité, beaucoup plus importante. Pardon pour cette anecdote.